Alors, dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur PubMed. Vous allez retrouver des cas cliniques du QL bloc sur la chirurgie digestive et la chirurgie urologique, des chirurgies lourdes comprenant les gastrectomies, les colectomies ou les néphrectomies, ou des chirurgies qui concernent plus particulièrement la paroi avec les hernies inguinales ou les néphrostomies. Dans ce type de cas, vous avez essentiellement du QL2. L'orthopédie n'est pas en reste avec la chirurgie du rachis, les prélèvements de crête iliaque, qui sont pris en charge essentiellement par le QL2, mais également la chirurgie de la hanche avec le QL3. Pour ce qui nous concerne particulièrement, c'est la chirurgie sous-ombilicale, évidemment la chirurgie gynécologique, mais également l'obstétrique avec la césarienne, mais également il existe, il faut le savoir, un cas clinique sur le travail obstétrical. Alors, ces cas cliniques, enfin ces études plutôt que vous allez retrouver dans la littérature, c'est essentiellement des blocs analgésiques qui peuvent être associés à la pose de cathéter. Mais comme l'avait dit Luc, il existe une littérature assez prolifique sur la césarienne. Alors, un petit rappel, mes collègues l'ont déjà signalé au préalable. Il existe essentiellement 3 blocs QL décrits. Le QL1 qui est encore appelé le QL latéral, l'injection se fait sur la paroi latérale du muscle carré des lombes, à la fin du muscle oblique interne. Le QL2, c'est le QL postérieur. Cette fois-ci, comme son nom l'indique, l'injection se fait sur la face postérieure du carré des lombes, pas très loin des muscles érecteurs du rachis. Et enfin, le QL3, qu'on appelle le QL antérieur ou le QL transmusculaire. Cette fois-ci, cette injection est plus profonde et est réalisée entre le muscle psoas et le muscle carré des lombes. La diffusion globalement du QL1 et QL2 est à peu près similaire. Dans cette étude, il retrouve avec 20 à 30 cc d'encycloco un bloc s'étendant de T7 à L1, que ce soit le QL1 ou le QL2. Avec un QL3, on espère obtenir une diffusion beaucoup plus caudale. Les auteurs retrouvent une diffusion allant jusqu'à L4. La première question que l'on va se poser, quel est le QL le mieux indiqué pour la prise en charge analgésique après césarienne? Vous allez retrouver une méta-analyse rassemblant environ une douzaine d'études, plus de 900 patients. Globalement, vous avez un bénéfice du QL1 ou du QL2 comparativement au tab-bloc ou au placebo. Les auteurs précisent bien, et ça c'est important d'avoir ça en tête, que c'est valable seulement s'il n'y a pas eu au préalable une injection de morphine intrathecale. Il faut être pragmatique. Nous avons préféré ici le QL2 par rapport au QL1, tout simplement parce que le QL2 est beaucoup plus superficiel. Vous allez donc avoir une meilleure écogénicité. Vous êtes à distance de la cavité péritonéale et donc vous éloignez les risques de ponction intrapéritonéale, notamment les ponctions coliques. Qu'est-ce qu'il en est du QL3? C'est un bloc qui effectivement est efficace également dans la prise en charge analgésique de la césarienne. Se pose un problème spécifique au QL3 qui est le bloc moteur, la parésie du plexus lombaire, avec, sur cette étude rétrospective de 2018, sur 80 patients ayant bénéficié d'un QL3, on retrouve une parésie assez fréquente, les auteurs le retrouvent à 90%. Cette étude est contredite par une étude beaucoup plus récente, celle de Borglum et de Bensen, de 2019. 34 patientes ayant eu une césarienne, réalisation d'un QL3 bilatéral avec 30 cc de ropivacaine à 0,75. Chez ces patientes, ils n'ont retrouvé ni bloc moteur, ils n'ont pas retrouvé de bloc moteur, ce qui a permis une déambulation précoce. L'autre risque lié à la réalisation des blocs du carré des lombes, c'est un risque toxique. Sur cette étude de 2016, ils ont comparé le profil pharmacocinétique après la réalisation d'un tab bloc ou après la réalisation d'un QL bloc, avec une dose totale pour les deux techniques de 150 mg. Bien qu'ils n'aient pas utilisé les mêmes concentrations ni les mêmes volumes, ils retrouvent un profil pharmacocinétique à peu près similaire, c'est-à-dire un Tmax situé à 35 minutes
Par contre, le Cmax est beaucoup plus en faveur du QL block, puisque comme c'est entouré ici en rouge, vous avez un Cmax de 1 microgramme par millilitre pour le QL block versus 1,8 microgramme par millilitre pour le tab block. Je vous rappelle que la dose toxique, le seuil de toxicité de l'europévacaïne est situé à 2,2. Cette étude permet de répondre à l'une des deux questions, c'est-à-dire à quel moment votre patiente peut sortir de la salle de réveil après un QL block. Donc c'est de 45 minutes, vous êtes à distance de votre pic de résorption. Persiste une question sans réponse qui est quel est le délai entre l'injection dans le cathéter péridural et la réalisation du QL block. Il n'y a pas dans la littérature de réponse à cette question. La place de la dexaméthasone, ça va aller très vite puisqu'il n'y a pas de data, donc on ne peut pas dire grand-chose. Pour ce qui est de la morphine, les choses sont, comme je vous l'ai dit sur la méta-analyse, beaucoup mieux cernées. Je vous ai repris une étude de 2019 avec la réalisation d'une rachianesthésie pour des césariennes programmées. Une rachianesthésie faite à des produits assez classiques, bupivacaïne, fentanyl 20 gamma et morphine intrathecale 100 gamma. Ces patients étaient randomisés avec un groupe QL2, 20 ml x 2 de lévobupi à 0,25 versus placebo. Et malheureusement, dans cette étude, l'adjonction d'un QL block à la morphine intrathecale ne permet pas de réduire la consommation de morphine. Je vous ai remis l'algorithme de prise en charge analgésique de la césarienne proposé par ASFAR en 2014, donc avant l'ère des QL blocs. Sous rachianesthésie, la morphine intrathecale est la méthode de référence, de même que les césariennes sous péridurale, la référence est la morphine péridurale. Par contre, les rares césariennes faites sous anesthésie générale laissent la place à un bloc de paroi qui est le tab block. Dans notre pratique, nous avons une vision un petit peu différente. La morphine est très peu utilisée au profit du QL block. Lorsque la césarienne est faite sous rachianesthésie, c'est le QL block qui prédomine, de même que sous anesthésie générale. Se pose encore la question pour les césariennes faites sous péridurale, le délai entre la réalisation de la péridurale et le QL block. On a plutôt tendance à les réaliser quand le bloc moteur se lève. Donc notre pratique, on l'a dit, c'est la réalisation d'un QL2 en salle de réveil chez une patiente en décubitus latérale avec une sonde convexe. On injecte 20 cc de naropéine 0,35 de chaque côté. Merci. Eh bien, merci Davy pour cette mise au point sur QL block et césarienne qui, en fait, tu as raison, notre pratique. Oui. On a de l'expérience, on peut le dire. On a une certaine expertise. Maintenant, dire il faut faire tel ou tel, prendre tel ou tel chemin, ça reste effectivement encore compliqué et à un niveau d'expert. Oui. Donc, clairement, en termes d'expert, toi, qu'est-ce qui fait que tu on va couper tout ça. Je suis perdu, moi, quand c'est pas en direct. Non, mais c'est chiant. Bon, je recommence. Alors, je recommence. Parce que j'ai écrit les machins et j'ai perdu. Je recommence. Hop. Merci. Merci, Davy, pour cette excellente présentation et cette mise au point sur le QL block dans la césarienne, qui est à ce jour, clairement, notre expérience. Oui. Alors, l'expérience, elle est sur le QL2. Oui. Est-ce que tu as envie d'aller au QL3 sur ce dossier-là ou qu'est-ce qui fait que pour le moment, tu resterais sur un QL2? C'est simplement un raisonnement de rapport de bénéfice-risque. On sait très bien que le QL2 est extrêmement efficace sur la gestion de la césarienne. Voilà. Notre expérience va dans ce sens. Le QL3 est probablement efficace, mais apporte un risque de parésie, donc de chute non négligeable chez cette patiente qui va se lever assez rapidement. Et donc, en mon sens, le QL3 n'a pas sa place dans la prise en charge analgésique. En tout cas, pas encore. Pour la césarienne, pas encore. Voilà, ça peut peut-être le dire, mais pas encore. Évidemment, la question fondamentale que tout le monde se pose,
On est bien d'accord parce qu'on voit bien que dans les études présentées par les Nordiques, on passe à 30 millilitres de Ropi à 0,365. C'est absolument colossal. Nous, c'est pas des chiffres qu'on a l'habitude. Hein. On pratique pas ça aussi bien sur la LR périphérique que dans les anciens TAP. On n'a jamais fait ça parce qu'on savait qu'il y avait vraiment un risque. Donc là, visiblement, eux, ils n'hésitent pas. Toi, tu hésites quand même. 40 cc de 0,350, ça te paraît bien? 40 cc, ça me paraît très bien. C'est une dose totale de 150 mg. On est loin des doses toxiques. Exactement. On est très tranquille. Et puis surtout, on a une efficacité qui... et une durée d'analgésie qui est largement suffisante, en tout cas sur notre expérience.